La psychologie de la foule est une discipline qui étudie les comportements collectifs des individus lorsqu'ils se trouvent réunis en groupe, souvent marqués par une intensité émotionnelle et une unité mentale particulière. Contrairement à un simple agrégat d'individus, la foule acquiert des caractéristiques psychologiques spécifiques, telles que l'évanouissement de la personnalité consciente, la suggestibilité accrue, et une contagion émotionnelle puissante. Dans cet état, les membres de la foule partagent un même élan, une même orientation des sentiments et des idées, souvent en dehors de leur volonté individuelle rationnelle. La foule devient ainsi un nouvel être, avec ses propres dynamiques qui peuvent engendrer aussi bien des élans héroïques que des débordements violents. Ces phénomènes expliquent pourquoi les décisions prises en foule peuvent être impulsives, irréfléchies ou extrêmes, et pourquoi cette psychologie est essentielle pour comprendre les réactions collectives dans divers contextes sociaux et politiques. L'application de la psychologie de la foule est vaste et impacte de nombreux domaines. En politique, elle permet de comprendre la mobilisation des masses, que ce soit dans des manifestations, des campagnes électorales ou des propagandes, en soulignant l'importance des leaders charismatiques qui peuvent influencer la foule par la suggestion et l'émotion. En criminologie, cette psychologie éclaire le rôle des foules dans les émeutes ou violences collectives, où la perte d'individualité et l'anonymat favorisent des comportements déviants. Enfin, dans le marketing et la consommation, la foule psychologique est exploitée par les stratégies publicitaires, notamment via le recours aux émotions, à la répétition des messages, et à l'influence des leaders d'opinion ou influenceurs, qui agissent comme des catalyseurs de comportements collectifs. Ces stratégies tirent parti de la nature émotionnelle, simpliste et suggestible de la foule pour maximiser leur impact. Cependant, cette psychologie de la foule présente des limites et fait l'objet de critiques. Certains estiment qu'elle simplifie à l'extrême les comportements collectifs en réduisant la foule à une masse irrationnelle et homogène, ce qui néglige la diversité, la complexité et la rationalité partielle des individus en groupe. D'autres critiques ont souligné un usage politique controversé, la psychologie de la foule ayant parfois servi à justifier des mesures de contrôle social ou une vision élitiste et autoritaire des masses. Enfin, avec les évolutions sociales, numériques et médiatiques, de nouvelles approches ont fait émerger des modèles plus nuancés qui intègrent les interactions sociales, la culture, et la structure même des réseaux où se forment les foules, dépassant le cadre limité des premières théories classiques. En conclusion, la psychologie de la foule reste une clé essentielle pour décrypter les phénomènes collectifs humains, capable d'expliquer comment la fusion des individus dans un groupe confère à la foule une dynamique propre, intense et souvent imprévisible. Ces applications, bien que puissantes, doivent être utilisées avec prudence et complétées par des perspectives contemporaines plus différenciées pour éviter les simplifications excessives. Comprendre cette psychologie permet non seulement de mieux gérer les tensions sociales, mais aussi d'apprécier la force créatrice et mobilisatrice que délivre la foule quand elle est bien canalisée, révélant ainsi toute la complexité des interactions humaines au sein des grands groupes. Les théories de Gustave Le Bon sur la psychologie des foules ont fait l'objet de nombreuses critiques majeures depuis leur publication. Tout d'abord, elles sont souvent reprochées pour leur manque de rigueur scientifique. Le Bon prétendait que les foules agissaient de manière irrationnelle, automatique et inconsciente, ce qui a été jugé trop schématique et simplificateur par la recherche moderne qui montre que les comportements collectifs sont bien plus complexes, nuancés et influencés par une variété de facteurs cognitifs et sociaux. Par exemple, la foule n'est pas seulement une masse homogène sans individualité, mais peut intégrer des processus réflexifs et des formes diverses de rationalité collective. Par ailleurs, la théorie de Le Bon a été critiquée pour son fort ancrage dans des conceptions évolutionnistes et raciales contestables. Il soutenait des idées d'un inconscient collectif, génétiquement hérité propre à chaque race ou peuple, concept aujourd'hui obsolète et rejeté par le consensus scientifique pour son caractère déterministe et essentialiste. Cette dimension a conduit à des interprétations idéologiques problématiques,
utilisées notamment pour justifier des politiques colonialistes, racistes ou autoritaires, ce qui ternit l'héritage intellectuel de ses travaux. Un autre point critique porte sur le caractère pessimiste et élitiste de sa vision de la foule. Le Bon voyait la foule comme irrationnelle, malléable, irresponsable et dominée par ses passions, ce qui a servi à justifier un contrôle social strict, et parfois répressif, au détriment de la démocratie participative. Cette conception a été accusée de diaboliser les masses populaires tout en valorisant un pouvoir autoritaire incarné par des leaders charismatiques, ce qui soulève des questions éthiques majeures dans l'utilisation politique de ces idées. Enfin, certains critiques modernes remettent en question la pertinence de ces notions à l'ère contemporaine, notamment avec l'émergence des technologies numériques et des réseaux sociaux qui complexifient les dynamiques collectives. La foule moderne ne correspond plus nécessairement à ces descriptions classiques, car les individus conservent souvent une connexion constante avec des sources d'informations multiples, ce qui modère l'impact de la contagion émotionnelle brute décrite par le Bon. Ces critiques suggèrent donc de dépasser ces schémas pour intégrer des approches plus fines basées sur les interactions sociales réelles et l'hétérogénéité des comportements collectifs. En résumé, si les théories de Gustave Le Bon ont été fondamentales pour poser les bases de la psychologie des foules, elles sont surtout critiquées pour leur simplisme, leur racisme latent, leur vision négative et élitiste, ainsi que leur inadaptation aux transformations sociales et technologiques actuelles. Les détracteurs de Gustave Le Bon attribuent à ces théories plusieurs implications politiques négatives majeures. Premièrement, sa vision élitiste et pessimiste de la foule a souvent servi à justifier des pratiques autoritaires et répressives, où le contrôle strict des masses est présenté comme nécessaire pour préserver l'ordre social, ce qui peut légitimer la limitation des libertés démocratiques. En plaçant la foule comme irrationnelle, manipulative et dangereuse, Le Bon offre un fondement intellectuel à la peur des mouvements populaires et à leur marginalisation politique, renforçant ainsi les clivages entre élites dirigeantes et masses populaires. Deuxièmement, son insistance sur le rôle du leader charismatique, capable de contrôler et guider la foule par la suggestion, a parfois été utilisée pour justifier le culte du chef et le pouvoir personnel autoritaire. Cette idée ouvre la porte à la démagogie, à la manipulation politique et à l'instauration de régimes totalitaires, où le leader monopolise l'expression politique au nom de la foule, ce qui est contraire aux principes démocratiques pluralistes. Troisièmement, en conceptualisant la foule comme émotionnelle et irrationnelle, ces théories alimentent un discours qui discrédite la participation populaire et légitime le scepticisme voire la défiance envers les mouvements sociaux. Cela peut conduire à une faible prise en compte des revendications populaires dans la gouvernance, renforçant les inégalités sociales et politiques, et contribuant à une relation distante et conflictuelle entre gouvernants et gouvernés. Enfin, la psychologie des foules de Le Bon est parfois accusée d'être dépassée face aux réalités modernes où les foules sont connectées, informées, et socialement diversifiées, ce qui rend ces recommandations moins applicables et parfois dangereuses si elles sont appliquées sans nuance. Les critiques politiques pointent donc le risque que ces théories continuent à nourrir des pratiques politiques qui ignorent la complexité des sociétés contemporaines et les exigences de démocratie participative.